Je vous remercie. Pour faire un bilan, il faut partir des engagements. Un bilan n'est appréciable que par rapport à ce qui a été promis et relativement à ce qui a été effectivement fait. En 2012, l'un des axes principaux du président, c'était une rupture avec la notion de mauvaise gouvernance qui avait été attribuée au régime du président Abdoulaye Wade. C'est sur des valeurs, sur des incantations relativement à ce que l'on a qualifié à l'époque de tentative de dévolution monarchique du pouvoir que le président Macky Sall et ses alliés ont convaincu la majorité des votants à mettre fin au mandat du président Abdoulaye Wade. Pour le reste, il y a eu, en cours de chemin, évolution du programme Yoonu Yokkute, qui a été remplacé par un plan, dit plan Sénégal émergent, plan semble-t-il qui est sorti d'une officine, grassement payée, et qui semble être aujourd'hui le tableau de bord des initiatives dans tous les secteurs de notre pays, avec comme toile de fond l'urgence de créer des emplois. On nous en avait promis 500 000. J'ai vu que le Premier ministre a essayé laborieusement de nous faire croire que 300 000 emplois avaient été créés, sûrement pour valider ou prévalider l'idée lors de la campagne prochaine que la réalisation a été faite. Toujours est-il que moi je m'en tiens à la morosité ambiante, je m'en tiens à l'insécurité grandissante, je m'en tiens à la cherté de la vie, je m'en tiens au désespoir grandissant des jeunes qui font tout pour quitter notre pays, à l'appel des sirènes de l'Occident, parce qu'ils considèrent qu'ils y auront une vie meilleure. Je considère aussi qu'il suffit d'aller dans un hôpital de Dakar ou dans les régions pour se rendre compte du système de santé qui est complètement affaissé. Je considère que la crise éducative, non seulement la crise liée aux conditions de travail des enseignants, mais une autre crise que l'on ne voit pas parce que peut-être les journalistes ne font pas d'investigation dans ce domaine, c'est les conditions d'études des enfants. Il suffit d'aller dans la banlieue pour trouver des salles de classe de plus de 100 élèves. Ça, c'est une réalité. Des abris provisoires existent encore dans certaines zones reculées du pays. Ici, même à Dakar, aller dans n'importe quelle école, un paysage lunaire, sans arbres, sans environnement intéressant pour l'épanouissement d'un enfant, vous constaterez que les conditions d'études des enfants, outre les conditions sociales des enseignants, ne contribuent pas à créer un système éducatif à la hauteur de l'émergence. Parce qu'en fin de compte, l'émergence, ce ne sont pas que des routes, ce ne sont pas que des ponts, ce n'est même pas un train à grande vitesse. L'émergence, c'est des hommes heureux de vivre dans un pays qui leur garantit des libertés, la bonne santé, une bonne éducation et un cadre de vie suffisamment épanouissant pour qu'ils aient accès à une spiritualité. Or, l'esprit n'a de vocation à s'épanouir que lorsque les besoins dits animaux sont largement satisfaits, au point qu'on en déborde de joie de vivre et qu'on commence à taquiner les cimes de l'intelligence. Donc, quelle note donnerez-vous aujourd'hui au président de la République? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Aujourd'hui, s'il devait être noté sur 20, est-ce qu'il aurait la moyenne? Sur 20, il y a un certain nombre, on ferait des pondérations. Disons que j'aurais découpé en 0.5. Sur certains, il aurait eu peut-être 4 sur 5. Mais globalement, je lui donnerai 8. Globalement, je lui donnerai 8 relativement aux promesses. Parce que on ne note pas dans l'absolu. On note par rapport à des engagements pris et on mesure si ces engagements ont été respectés. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président de la République? Il a failli notamment dans
la crise de confiance qui existe entre lui et les autres acteurs politiques. Un pays, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des humains, ce n'est pas des objets. Le président de la République, gardien de la Constitution, est notre président à tous. Il est regrettable qu'ayant pris le pouvoir, il n'ait jusqu'ici pas eu ne serait-ce qu'un rendez-vous connu avec l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Il est regrettable qu'il n'ait jamais eu autour d'une table les leaders de l'opposition pour discuter de manière détendue des questions de ce pays. Mais qu'est-ce qu'une rencontre avec l'ancien président aurait apporté dans le vécu du Sénégal? L'expérience fait la différence. Lorsque un ancien chef d'État et un président en exercice se rencontrent, ça a nécessairement un impact. J'allais vous donner l'exemple du Ghana, où on a vu 4 anciens chefs d'État jouer aux dames. Est-ce que vous allez me demander ce que ça rapporte au pays? Mais ça rapporte une sensation de fierté énorme, qui n'est pas quantifiable au plan économique, mais qui donne le moral au pays, en ce que tout le monde est rassuré d'être entre de bonnes mains. Ils sont tous au box des accusés dans ce cas-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade aussi a levé le pied pour permettre cela? Qui accuse? À l'accession du président Macky Sall au pouvoir, selon les informations concordantes que j'ai, le président Abdoulaye Wade avait réuni son premier cercle avant de s'en aller en France et leur avait demandé, en les encourageant, de soutenir le président Macky Sall, disant que c'était la meilleure issue à cette élection, dans la mesure où ils étaient de la même famille libérale. Toujours est-il, c'est le gagnant qui a le privilège de la magnanimité. C'est le gagnant qui doit prendre de la hauteur. C'est lui qui doit tendre la main à ceux qui ont été défaits. Parce que ceux-là n'ont aucune ressource autre que d'attendre l'appel de celui qui est devenu le chef pour y répondre ou pour ne pas y donner suite. À ce moment-là, le peuple va faire la différence en sachant que ceux-ci n'ont pas répondu à la main tendue. Un peuple, un pays se gouverne dans la confiance. Et je pense qu'il y a une rupture de confiance au sein de la classe politique, au point où rarement des manifestations ont été autorisées. Cela ne contribue pas à détendre l'atmosphère. Rarement on a vu, comme je vous l'ai dit, et ça aurait contribué à détendre l'atmosphère, des visites régulières au chef de l'État, des principaux leaders de l'opposition. On ne voit les leaders politiques du pouvoir et de l'opposition se rencontrer, que Dieu nous en garde, qu'à l'occasion des décès. Et ce sont tout le temps des circonstances qui ne devraient pas être prétexte à politisation. Or, nous constatons que certaines transhumances profitent des circonstances douloureuses pour se valider. Est-ce que là aussi on ne peut pas... c'est un bon point pour le président parce qu'il reste cohérent, parce que le candidat Macky Sall aussi avait l'ambition de réduire cette opposition à sa plus simple expression. N'est-ce pas dans la même logique? À mon avis, ce n'est pas une noble ambition, dans la mesure où, selon le système démocratique hérité de la colonisation, il faut une opposition qui s'oppose et un pouvoir qui gouverne. Au vu des résultats, il semble bien que la plupart des têtes qui ont émergé comme pouvant être porteuses d'une opposition forte ont été soit incarcérées, soit réduites à leur plus simple expression, soit les grands ensembles ont été divisés. Vous pensez à qui? Je pense à Khalifa Sall, je pense à Karim Wade, je pense à Idrissa Seck, qui est malgré tout, qui a lui une carapace dure. Je pense à tous les autres leaders, de Abdoul Mbaye en passant par tous les autres, que ce soit par des méthodes conventionnelles ou non conventionnelles, une tentative de leur donner des préoccupations autres que l'exercice libre de la politique sont visibles. Vous ne donnez pas trop de pouvoir au président de la République parce que aussi bien Khalifa Sall comme Karim Wade, c'est la justice aussi. Ça, c'est la pétition de principe, mais c'est le parquet qui est le maître des poursuites. Or, le parquet, c'est le ministre de la Justice. Or, le patron du ministère de la Justice, c'est le président de la République. On ne peut pas l'absoudre. Je ne pense pas qu'il y ait la possibilité dans notre pays que le ministre de la Justice, en tout cas, le ministre de la Justice n'est pas indépendant.
Par contre, tout dépend des magistrats. Il y a des magistrats qui ont des principes, qui sont ici, mais à qui on ne confie pas certains dossiers. Je pense que le choix de confier certains dossiers à tel ou tel répond aussi à des profils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le président Macky Sall prend en compte les aspirations du peuple sénégalais? Les aspirations d'un peuple, c'est d'accéder à un mieux-être social par la santé, par l'éducation, par l'emploi, par l'accès à des services culturels, par l'épanouissement spirituel. Et j'estime que ce chantier n'est pas encore ouvert. J'estime que ce chantier n'est pas encore ouvert. Avez-vous remarqué que le président ne nous parle pas? Moi, je vous dis, la plupart des discours du président, quand je les écoute, ils sont adressés à des sujets macroéconomiques qui s'adressent plus aux institutions de tous ordres qui contribuent à gérer notre pays, ou c'est des discours à usage politicienne pour répondre à tel leader de l'opposition, pour mettre en garde tel autre leader. Or, le peuple a besoin qu'on prenne son cœur, quels que soient les défauts qu'avait le président Abdoulaye Wade. Il avait une bonhomie, une complicité avec son peuple, et je pense qu'il savait nous parler. Qui est le peuple en réalité? Parce que toutes les consultations électorales qui ont eu lieu depuis 2012, le président de la République avec son camp en sort haut la main. Donc pour vous aujourd'hui, c'est qui le peuple en réalité? Vous faites allusion à qui? Mais la nation, apparemment, le peuple adhère à son projet. La nation sénégalaise ne se réduit pas aux 65% de votants qui ont mis au pouvoir le président Macky Sall. Je vous rappelle que ce 65% correspond à 1 700 000 voix. Il n'y a pas un amour débordant du peuple. Maintenant, comme vous le dites si bien, il est hasardeux d'invoquer le peuple comme notion abstraite. Mais justement, on vit dans un pays majoritairement analphabète en français, on le gouverne en français, dans une constitution écrite en français, on s'adresse à lui en français, autrement dit, on s'adresse à un mouchoir de poche de 30% d'activistes qui sont soit des fonctionnaires, les fonctionnaires 80 000, tous les prétendants au pouvoir nous charment avec un discours de rupture. Ils nous charment avec des mots qui finalement s'avèrent creux de changement. Ils nous promettent la transformation de nos vies, mais lorsqu'on les installe, ils se replient sur le changement de leurs propres existences, de l'existence de leur famille et de l'existence de leurs amis. Les transformations sociales qu'aurait dû entreprendre le Sénégal à l'indépendance ont à chaque fois été différées. Et jusqu'ici, le socle de notre société repose sur un malentendu entre une société francophone et francophile, une société traditionnelle à majorité arabisante. D'ailleurs, le mot est insultant. Pourquoi on dit pas, quand on parle de français, on parle de francophone. Quand on parle d'arabe, on parle d'arabisant. Or, on devrait dire arabophone, qui est une langue des Nations Unies, qui est donc une langue qui a la dignité de transmettre le savoir. Et d'ailleurs, la plupart de la société traditionnelle sénégalaise écrit en arabe, lit en arabe et n'a pas accès à une constitution écrite en arabe. On devrait même d'ailleurs traduire la constitution sénégalaise, ou en tout cas l'écrire dans des caractères comme le wolofal, qui s'écrivent aussi en pulaar, pour que tout le monde ait accès, pour savoir qu'est-ce que cette constitution-là nous dit. Il y a deux sociétés qui cohabitent, qui se charment, qui se trahissent, qui se trompent parfois sur quel est le but final de notre nation. Donc vous voulez dire aujourd'hui que les gouvernants n'ont pas une vision claire ou bien une vision qui épouse les aspirations du peuple? Nous reculons depuis 1960. Nous reculons
travaux importants de relecture de notre histoire et de mise en harmonie de notre histoire, de notre tradition, de nos valeurs culturelles avec les valeurs acquises après notre rencontre avec la colonisation. L'indépendance, ça aurait dû vouloir dire reprendre l'initiative mentale de nos projets, mais ne pas continuer le projet colonial en changeant les acteurs. Donc les Toubabs sont partis, des Noirs sont venus, se sont installés dans les bureaux, ont pris les véhicules, et puis pour faire la même chose. Donc, pour faire la même chose, aujourd'hui, nous étions exploités par des Français. Aujourd'hui, des Sénégalais francisants exploitent les Sénégalais. Et manifestement, il y a un problème, parce que même le jeu politique, tel que nous l'avons acclimaté, nous aurions pu lui donner du contenu différent. J'ai cité il n'y a pas longtemps l'exemple de la manière dont la Chine élit son président, qui est élu parmi des membres de l'Assemblée populaire, à travers d'abord une sélection et ensuite après une élection. Pourquoi nous n'avons pas inventé des mécanismes partant des traditions électorales? Il en existe. Même dans l'empire théocratique du Fouta, il y avait des procédés et des procédures d'identification des leaders, et ça ne s'arrêtait pas à telle caste ou telle caste. Non, toutes les castes, toutes les catégories sociales se retrouvaient et avaient droit à la parole, avaient droit aux délibérations. Pourquoi nous ne cherchons pas, avec nos intelligences, avec les acquis, parce que j'aime bien l'expression de Cheikh Hamidou Kane quand il dit qu'aller à l'école des Blancs pour apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Nous avons beaucoup appris, mais qu'en faisons-nous? Est-ce que nous faisons comme ce que dénonçait Feu Amadi Alidien, qui disait que nos intellectuels se réduisent à être des perroquets? Ils enregistrent et ils répètent. Or, un intellectuel doit être capable de générer une pensée, puis de la rendre intelligible. Sinon, il se réduit à être un intellocrate. Le bilan va arriver, il leur reste 1 an, un miracle peut se produire. Je ne suis pas manichéen, un miracle peut se produire, qu'ils constatent eux-mêmes qu'ils se sont trompés de chemin et qu'ils changent d'approche. Mais cela étant, tous les pronostics tendent à faire croire qu'à l'heure du bilan, ils ne mériteront pas un autre bail, pour beaucoup de raisons. Une des premières raisons, c'est que le président a changé ou n'a pas respecté sa parole. Et ça, je pense que ça lui a enlevé la sympathie de beaucoup de personnes. Ils disent que c'est pour une sécurité juridique. Non mais, laissez-moi terminer. Le président, élu pour 7 ans, ou en tout cas en voie d'être élu pour 7 ans, annonce Urbi et Orbi qu'il allait, son mandat, il n'a pas dit le mandat, il a dit mon mandat, et les traces vidéo existent. Je vais... C'est constitutionnel qui a refusé. Le ramener à 5 ans. Il n'a pas dit si le Conseil constitutionnel m'y autorise. Or, quand on va jusqu'à, après avoir été plusieurs fois ministre, président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, on est quand même familier. On est quand même familier du droit constitutionnel dans notre pays. Il s'engage à réduire son mandat à 5 ans. Arrivé au pouvoir, soit il a des regrets, soit ses alliés lui disent « Ah non, monsieur le président, on ne peut pas vous suivre dans cette voie-là. » Toutes ces deux voies sont honorables. Avoir des regrets, même son ministre conseiller Youssou Ndour l'a chanté, Nit Koudoul Djoum Amoul, il peut dire « Je me suis trompé, j'avais une appréciation faussée par les circonstances, j'ai changé d'avis. » Les gens vont hurler quelque temps, mais on a le droit de changer d'avis. Ce n'est pas déshonorant de changer d'avis. À mon sens, première hypothèse. Deuxième hypothèse, j'ai fait des séances de travail avec mes alliés. J'étais dans une alliance. Nous sommes arrivés au pouvoir. Je ne peux pas décider tout seul du destin du wagon que j'ai conduit pour tout le monde. Là aussi, c'est honorable. Les gens vont hurler un peu, mais vont dire, écoutez, il a raison.
Il est le président, mais il n'est pas tombé de la lune. Il a passé des accords entre les deux tours et puis il assume courageusement. Troisième hypothèse qui, moi, m'aurait vraiment bluffé, c'est qu'ils tiennent promesse. Qu'ils tiennent promesse, qu'ils disent, OK, je sais que je suis élu pour 5 ans, et vous le savez. Mais je me suis engagé à ramener le mandat à 5 ans. Allons à des élections. Je vous garantis, il démissionne, il se donne les moyens de le faire. Il se donne les moyens de tenir sa parole. Et je m'étais, moi, engagé auprès de certaines personnes autour de moi en disant, s'il tient cette promesse-là, je vais le rejoindre. Tout de suite. Parce que ça n'a pas de prix. Un chef de l'État qui se prive de 2 ans de mandat pour respecter sa parole, ça vaut tous les sacrifices. Et je pense qu'il ne se mesure pas le nombre de Sénégalais très raisonnables qui se seraient précipités pour l'aider. Au regard de toutes ces choses toutes ces erreurs qu'il aurait commises, aujourd'hui, vous pensez qu'il doit céder la place? Je pense que on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Il a eu l'opportunité de montrer ce qu'il savait faire. Je pense que notamment sur le plan de la coopération internationale, il nous a fait reculer, notamment en nous remettant dans le giron de la France, dans des conditions inexplicables. Pensez qu'on peut mieux faire, donc cela veut dire que Macky Sall devrait laisser le fauteuil en 2019, et on a connu quand même votre compagnonnage avec le président Wade et son fils. Est-ce à dire aujourd'hui que vous chauffez le fauteuil pour le fils du président de la République? Beaucoup de gens le pensent, mais j'ai déjà eu... Vous êtes de mèche avec Karim Wade? On n'est pas du tout de mèche, et je vous le dis de manière très claire. Karim Wade, nous avons travaillé ensemble entre 2004 et 2009. À la fin de notre mission à l'ANOCI, et j'ai été envoyé comme ambassadeur au Canada. À mon retour en 2013, il était déjà en pleine procédure judiciaire. En 2013, j'ai accepté d'être le directeur de cabinet de l'ancien président Wade, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion, étant si proche du président Wade, de m'occuper du dossier de Karim, de lui rendre souvent visite en prison. Depuis sa sortie, je n'ai eu de contact avec lui qu'en 2 occasions. Le rappel à Dieu de mes parents et le rappel à Dieu de mes beaux-parents. Vous serez candidat à la prochaine présidentielle? Le moment n'est pas venu dans la mesure où nous lançons un mouvement. Il faut d'abord le faire exister. Je ne voudrais pas être prétentieux. C'est quel mouvement? Nous avons le mouvement Diop Ngir Sénégal. Vous y êtes avec qui? J'ai quelques amis qui vont se dévoiler lors de notre Assemblée Générale Constitutive. Nous avons une liste de 150 membres fondateurs que nous sommes en train de consolider, et avec pour mission, après notre Assemblée Générale Constitutive, pour chacun de ces 150 membres, d'aller chercher chacun 10 personnes. Et nous comptons par cercle concentrique, dans 6 mois, évaluer quelle a été au niveau national, département par département, notre capacité à mobiliser autour des idées et du projet, parce que nous avons un projet. En vous rasant le matin, vous songez à l'avenir room? Vous savez, j'ai passé la journée la première fois au Palais de la République en 1969. J'étais dans la même classe que François Collin, aujourd'hui patron de l'IGE, au collège de la cathédrale. Et dans la même cour de récréation, le Philippe Senghor était notre compagnon de jeu. Et la première fois qu'il nous a invités à goûter au Palais de la République, c'était en 1969. J'ai fréquenté plusieurs fois le Palais de la République, enfant. Je peux les yeux fermés vous dire toutes les pièces. Voulez-vous être président de la République en 2019? Je vous réponds. C'était pour vous dire que simplement le palais ne nourrit pas mon fantasme. Et je vais vous dire qu'est-ce qui nourrit mon espérance. Ensuite, j'ai été au collège Sacré-Cœur. Le Philippe Senghor, qui est devenu mon frère, était à ma droite. Seconde, première, terminale. Et université, première année de droit. Nous mangions ensemble, nous allions en week-end ensemble à Popenguine. Donc le palais, pour moi, ce n'est pas un mythe. Première chose.
Deuxième chose, mon espérance pour le Sénégal, c'est que le Sénégal soit bien gouverné. Et je vais vous dire, lorsque mes amis sont venus avec un programme, un projet, des gens sérieux, certains sont à l'étranger, et me dire, nous avons réfléchi avec des amis depuis des années, et nous avons travaillé sur un petit projet, et on aimerait que tu le portes. Quand j'ai ouvert la présentation, la première page de la présentation, il y avait un rappel de la constitution de Thierno Souleymane Baal. Et ceux qui venaient vers moi avec le projet, l'un est un Wolof de Khombol Talibé Serigne Saliou, convaincu et même, comment dirais-je, très convaincu, et l'autre était de l'ethnie Mandjak et catholique. Pour moi, ça a été un clin d'œil. Je me suis dit, mais notre Sénégal n'est pas comme les autres pays. On n'est pas réduit à des identités primaires. Un talibé mouride musulman, un catholique fervent qui vient voir un petit talibé cher pour lui dire on veut que nous. J'y ai vu un signal, moi. Et je leur ai dit... Vous leur avez donné carte blanche? Et ils m'ont donné carte blanche. Et je leur ai dit, pour être à la hauteur du défi que vous me lancez, puisque vous avez mis Thierno Souleymane Baal, dont je connais l'histoire, savez-vous que Thierno Souleymane Baal, en ayant fait la révolution Torodo, a refusé d'exercer le pouvoir? Il me dit, ah bon? Je lui dis, oui. Il a fait la révolution et il a demandé qu'on amène l'Almami Abdul Qadir Kane. Je lui dis, je serai à la hauteur de cet héritage spirituel. Donc aujourd'hui, vous voulez être un faiseur de loi? En tout cas, pour l'heure, ma mission est de ce mouvement, de l'amener à des hauteurs de crédibilité telles que nous puissions peser sur les prochaines élections de trois manières possibles. Soit nous générons un candidat, nous-mêmes. Le mouvement est assez fort pour générer un candidat. En tout cas, un profil en qui les Sénégalais ont confiance. Première hypothèse. Soit nous avons une dynamique telle que nous pouvons identifier un candidat parmi ceux qui se sont déjà déclarés ou qui vont se déclarer, qui soit suffisamment proche des valeurs que nous portons et qui peut prendre en charge toute partie du programme que nous avons. Soit, dernière hypothèse, nous lançons un appel d'offres. Aujourd'hui, entre Idrissa Seck et Karim Wade, vous donnez votre carte à qui? Si je devais voter, je voterais pour celui qui est présent sur le terrain, bien évidemment. La candidature de Karim a été portée par le Parti démocratique sénégalais, mais il n'a pas encore montré des signes qu'il sera présent sur le sol sénégalais. Pour l'instant, Amadou Tidiane est beaucoup plus proche de Idrissa Seck alors. Amadou Tidiane a confiance en Idrissa Seck, pas au point d'être son militant, mais comme leader, j'ai constaté qu'il avait de la carrure et qu'il avait une certaine constance depuis un certain nombre d'années sur quelques valeurs très lisibles à mes yeux, mais on verra. Votre dernière conversation avec Abdoulaye Wade? Alors, le président Abdoulaye Wade, comme son fils Karim, et je remercie vraiment le président Abdoulaye Wade pour toutes les opportunités qu'il m'a offertes. La plus simple à voir étant que quand je marche dans les rues, on me donne du monsieur le ministre. Excellence. Et c'est quand même par lui que tout cela est. Vous parlez toujours? On se parle, mais vous savez, quand on est collaborateur d'un président, c'est lui qui prend l'initiative de nous appeler. S'il n'y a pas de problème. Il a été très gentil avec moi à l'occasion du rappel à Dieu de mes parents, à l'occasion du rappel à Dieu de mes beaux-parents. Et à chaque fois qu'il vient au Sénégal, il me passe un coup de fil et moi-même je me déplace pour lui rendre visite. Alors, je souhaite aussi, ceci dit, je souhaite le meilleur à Karim Wade. Pour peu qu'il descende sur le terrain, peut-être que je vais réévaluer ma position, mais pour l'heure, je parle sur le concret. Et le concret est qu'il n'est pas encore sur le terrain, n'a pas encore décliné sa feuille de route, son programme, pour que je puisse le comprendre, alors que moi-même, je suis avec des amis en train de travailler sur un programme dont il sûrement entendra parler. Aujourd'hui, vous avez été reçu par Enquête 221, un nouveau site qui se veut faire quand même, qui se veut très original, qui veut apporter
de la valeur ajoutée au débat dans l'espace public, accompagner davantage ce processus de démocratisation. Quel est votre mot aujourd'hui à l'endroit de ce site? Alors moi je vais vraiment encourager les promoteurs de ce site parce que dans notre pays nous avons besoin d'élever la qualité du débat public. Les télévisions classiques s'y prêtent avec plus ou moins de bonheur. Parfois ça va dans tous les sens, mais je pense qu'avec aujourd'hui les possibilités qu'offre la technologie numérique, il est possible de collecter et de diffuser des voix qui ne seraient pas audibles autrement que par ces canaux.